Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, à Lyon, ça va pas trop mal. 10 matchs, 8 victoires, je pète ma bière, ma libellule. L'Olympique Lyonnais a de nouveau gagné le foot sur le terrain de Montpellier ce soir. Alors que c'était quand même très mal engagé, l'Olympique Lyonnais qui a gagné pour le foot pour la 8e fois en 10 rencontres. Seulement 2 défaites sur les 10 derniers matchs pour Pierre Sage. Une victoire acquise dans la douleur comme un candidat au maintien. Pour appeler ça un hold-up, presque un vol, tant Montpellier a été supérieur à l'OL pendant 80 minutes. Malheureusement, Montpellier est en galère et ça s'est senti dans les 10 dernières minutes où, miracle, l'Olympique Lyonnais est sorti de sa torpeur alors qu'on était persuadé que c'était mort de chez mort tant l'OL avait été apathique pendant quasiment tout le match et Montpellier aurait dû mener peut-être même 2 ou 3-0. Et miracle, un but sorti de nulle part d'Alexandre Lacazette qui se l'est fait tout seul, récupération côté gauche, enchaînement, frappe en angle fermé, alors on remerciera Benjamin Lecomte d'avoir couvert son angle n'importe comment, et ce deuxième but qui lui aussi venu d'ailleurs sur un corner, mal repoussé par la défense montpelliéraine, et là c'est Maxence Cacré du pied gauche qui envoie une frappe monstrueuse sous la barre de Benjamin Lecomte. Alors d'où ça vient, aucune idée. On a longtemps moqué Maxence Cacré pour ses frappes qui manquaient un peu de calcium, les frappes qui manquaient d'actimel. Là, il nous a bien fait fermer nos bouches, Maxence Cacré, un missile qui tombe sous la barre. Victoire 2-1 de l'Olympique Lyonnais. On aura longtemps cru que ce match contre Montpellier allait sécher tous nos espoirs, les espoirs qu'on avait pu entrevoir après le match contre le LOSC, qui avait été une grande satisfaction. Mercredi, rappelez-vous, ce petit débrief non prévu et ce match totalement abouti tactiquement. Satisfaction, après 80 minutes de frustration, l'Olympique Lyonnais est ce soir 13e de Ligue 1. C'est totalement inespéré. Une avance pas encore confortable sur la zone de relégation. On va débriefer ça tous ensemble. Dans l'ordre, on va débriefer le match. Ensuite, on fera les notes comme d'habitude. Merci à tous. Vous êtes très nombreux, encore une fois. Vous êtes 2006 au moment où je vous parle sur Twitch. Et vous êtes environ 18, 19, 20 000 à regarder les replays sur YouTube. Donc merci beaucoup à vous qui prenez le temps de mettre les petits pouces, les commentaires, les likes, etc. etc. C'est très important. Et ça me permet aussi de gagner de l'argent et donc de continuer à ces débriefs tous les week-ends, puisqu'on en a raté qu'un seul pour l'instant, c'est Bergerac. Merci à tous ceux également qui s'abonnent sur la chaîne Twitch. Je vous ai tous cités en avant, mais je peux pas vous citer tous là pendant le débrief, mais on remerciera Pédiluve Gaming, Selmas, Okairi, Echo et plus récemment Rouli Brefin, Fripouillas et Joe Papet. Merci beaucoup à vous. On va débriefer ensemble cette victoire de l'Olympique Lyonnais acquise au forceps. Il y a beaucoup de positifs à dire, mais aussi beaucoup de négatifs. J'ai pas cité. Si, je t'ai cité, cool, tout à l'heure, je t'ai cité. Encore un arbitrage bien guignolesque. C'est sur la liste, regardez la liste, j'ai retrouvé mon feutre bleu. Il y a du boulot, il y a des notes là-dessus. Vous remarquerez que j'ai pas mis de fond, parce que je trouve que c'est mieux sans fond. Voilà, ça fait plus sérieux. Merci Anto pour l'abonnement. On va débriefer ce match dans son ensemble, à commencer par cette première mi-temps et cette composition de départ qui avait fait un petit peu débat. Pourquoi elle a fait débat, cette composition de départ ? Parce que l'Olympique Lyonnais s'est retrouvé à la Mosson dans un système à 4 de nouveau, mais avec des choix peut-être un peu contestables de la part de Pierre Sage. Vous allez voir, on va un petit peu critiquer Pierre Sage ce soir, parce qu'il y a eu quelques erreurs à mon sens dans son coaching. Bon, finalement, il y a eu victoire de l'OL, mais victoire un petit peu miraculeuse. Merci pour l'abonnement offert à Penalty sur Neymar, très beau pseudo, Anto. Un 4-3-3 avec Douilleux, Kaletatsar et O'Brien dans la défense, c'est pas forcément une surprise, même si on aurait pu attendre Clinton Mata. La surprise, on va dire, c'est de retrouver au milieu de terrain la doublette Matic-Tolisso avec Cacré un peu plus haut sur le terrain. Vous allez voir, cette doublette Matic-Tolisso, c'est pas certain qu'on la revoie derrière. Et sinon, on avait également devant la titularisation de Saïd Benrahma, sa première avec l'Olympique Lyonnais, plutôt que Malik Fofana. Et on verra que ça aussi, c'était plutôt contestable. Pour donner un petit mot sur le MHSC qui, comme à son habitude, je veux dire, c'est pas une critique, on sait très bien, c'est Michel Derzakarian. Le MHSC qui est arrivé chez lui en 5-3-2 avec un bloc très compact et évidemment un jeu basé sur des projections très rapides vers l'avant. Ça a très bien fonctionné. Le MHSC qui est en grande difficulté, beaucoup une élimination en Coupe de France, parcours en championnat qui est très laborieux. Il y avait un seul absent de taille du côté du MHSC, c'était Altamari, qui a perdu la finale de la Coupe d'Asie et qui nous avait fait si mal au match aller. Rappelez-vous, défaite 4-1 au Groupama Stadium. Pour le reste, c'était une équipe qu'on va qualifier de très solide. Un milieu de terrain, Ferry, Chotard, Savanier, Accor Adams tout seul devant avec Nordin. C'était pas l'équipe la plus offensive. Et pourtant, pendant 80 minutes, le MHSC a bouffé l'Olympique Lyonnais. Mais on massacré pendant 75 minutes. On s'est fait rouler dessus comme pas possible par
par Montpellier, qui est probablement une des équipes les moins en forme de Ligue 1 en ce moment. Ça a été un échec collectif total de l'Olympique Lyonnais pendant plus d'une heure, même 1h15, avant que la confiance ne tourne. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais vraiment il y a eu un abandon total. On va parler de cet abandon tactique parce qu'à mon sens c'est quand même important. On a loué Pierre Sage à raison pour le match contre le LOSC, qui avait été extrêmement abouti techniquement et tactiquement, avec beaucoup de joueurs pas forcément titulaires, mais qui avaient énormément apporté. Et on a vu sur ce match-là toutes les lacunes de l'Olympique Lyonnais sur le terrain. À commencer par un système à 4 qui a été un petit peu laborieux, des replis défensifs à l'avant qui ont été très très problématiques. On va parler un petit peu plus en détail, notamment de Nicolas Tagliafico qui a subi un match terrible, mais dont on va quand même compenser ça en disant que Saïd Benrahma ne l'a pas aidé du tout. Il y a eu beaucoup de Cherki dans le replacement défensif de Saïd Benrahma. On a vu un O'Brien un petit peu à la rue sur pas mal d'interventions. Ce premier but encaissé à la 23e minute vient... alors j'ai vu beaucoup de gens, et d'ailleurs je pense qu'on va commencer par ça. On va commencer par ça parce que il y a une crispation autour d'Anthony Lopes. Une crispation. Et comme souvent dans la sphère lyonnaise, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des supporters un peu concons qui vont tomber sur Lopes à la première occasion, même quand il n'y peut pas grand-chose. Et de l'autre côté, vous avez un espace médiatique acquis à sa cause qui ne va pas lui rendre service en le surprotégeant. Encore ce soir, il a fallu 5 minutes pour que les commentateurs de Prime Video, et Sidney Govou en premier lieu, commencent à nous dire que « Oh, c'est injuste, Lopes, il est critiqué, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec la concurrence, ouin. » Un peu comme Genesio à une époque où il était surcritiqué à bien des égards, et surprotégé dans l'espace médiatique, et du coup surcritiqué en réponse. Et donc je trouve qu'il y a une crispation autour de Lopes qui devient malsaine. Parce que oui, Anthony Lopes ne fait pas une excellente saison. Oui, Anthony Lopes a fait des erreurs cette saison qui ont été dommageables, mais faut se calmer quand même un petit peu. Faut se calmer. J'ai l'impression que dès qu'on prend un but, c'est « Oh, Lopes. » Alors, pour donner mon avis à moi, sur le but encaissé par l'Olympique Lyonnais, oui, Lopes a un temps de réaction qui est pas fou. Oui, il peut peut-être aller la chercher, mais s'il la sort, c'est un arrêt miracle. Donc, est-ce qu'il est fautif sur le but ? Non, il n'est pas fautif sur le but. Les fautifs sur le but, c'est des 3 mecs de 1m95 dans la surface qui se font sauter par Arnaud Dordain qui fait 1m50. C'est eux les fautifs sur le but. Après, est-ce que Lucas Perry, avec 15 cm de plus, va peut-être la chercher au bout du doigt ? Peut-être. On n'est pas là pour faire de la fiction, mais il se trouve que c'est pas lui le fautif sur le but. Alors oui, ça fait chier pour un tir cadré, un but, et ça va pas alimenter les choses, sauf force est de constater que si la défense fait son taf, jamais Arnaud Dordain doit mettre la tête sur ce but-là. Donc après, oui, la tête, elle est cadrée, elle est pas facile à aller chercher, il peut être plus réactif, il peut mieux se détendre, il peut la sortir, mais malheureusement, pour l'Olympique Lyonnais, ce but-là, c'est pas Lopes qui le provoque. Voilà, donc moi je préfère quand même mettre un petit peu de nuance là-dedans, surtout qu'Anthony Lopes, au-delà de ça, a fait un très bon match, pour le coup, il faut le dire, il y a eu des très beaux arrêts, il y a eu des très belles parades, et oui, il y a ce côté agaçant de faire des sauts de cabré et compagnie, sauf que ce soir, il a tenu la baraque. Le but encaissé, il peut peut-être sortir un miracle, mais je pense pas qu'on puisse reprocher à un gardien de ne pas avoir fait un arrêt miracle. On peut lui reprocher sur l'ensemble de la saison de ne pas avoir fait d'arrêt miracle à 0-0, mais là, ce soir, je suis désolé, le but, c'est de la faute d'O'Brien et Keltatsar qui font absolument n'importe quoi, et c'est pas de la faute de Lopes. Voilà, c'est mon avis. Il est perfectible, mais ce soir, je trouve qu'il y a quand même une crispation autour d'Anthony Lopes qui n'est pas saine. Et Dieu sait que je l'ai critiqué, Anthony Lopes, sur les choses qui sont critiquables, mais il faut quand même pas concentrer toute l'attention sur lui, surtout avec la violence que j'ai vue, des gens qui disaient « Ouais, faut le dégager, faut le foutre en réserve. » Ouais, calmez-vous, là. L'impression d'avoir les mêmes avis sur Cherki, c'est calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous, quoi. Voilà, calmez-vous un petit peu. Il y a critiquer et il y a être dans l'abus complet, et je sais qu'on est un peu dans l'émotion, mais stop, quoi. Voilà, calmez-vous. Et là, pour le coup, Lopes fait partie, et je vais le dire, Lopes, ce soir, fait partie des meilleurs joueurs du match. Voilà, il a sorti les parades qu'il fallait sortir, le but, il peut faire mieux, mais sur le reste, il a été nickel. Voilà. Et je pense, pour finir là-dessus, je pense que tout l'agenda médiatique autour de ça, notamment les journalistes, c'est quand même... Vraiment, il y a un truc qui me surprend, et après, on revient sur le match. Il y a un truc que je trouve très particulier à l'OL, c'est cette tendance dans les médias, dans les commentateurs, dans les éditorialistes, de prendre constamment le contre-courant des supporters. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression que ce soit comme ça à Marseille ou Paris, peut-être c'est le cas, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que les supporters sont un tout petit peu dans l'abus sur quelque chose, qui arrive dans tous les clubs, par exemple, je sais pas, Marseille avec Valentin Rongier, vous avez tout l'espace médiatique qui va dire « Oh, les supporters lyonnais, ils sont vraiment méchants, ils sont vraiment ingrats, ils sont vraiment infâmes. » C'est infernal quand même.
Il a sorti un arrêt, c'est tout. Moi, j'en ai 7 sur les stats. D'ailleurs, on va regarder les stats. Là, on va commencer par regarder les stats. Je vais vous montrer les stats parce qu'elles sont intéressantes. Vous allez voir, les stats sont assez intéressantes. Je vais juste vérifier que je les ai bien mises comme il faut. Les stats du match. On est sur un match qui a été dominé par Montpellier, pas au niveau des tirs, mais au niveau des tirs cadrés, au niveau des expected goals. 19 tirs côté lyonnais, beaucoup de tirs pas vraiment inquiétants. Et là, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même 7 arrêts du gardien. Que vous le vouliez ou non, que vous trouviez que Lopez n'a pas fait un match exceptionnel, il y a 7 arrêts du gardien ce soir. Alors, il n'y a pas des arrêts monumentaux, mais il y a 7 arrêts du gardien quand même ce soir. On est sur, pour une fois, un match où on a la possession, ce qui n'avait pas été le cas sur les 2 derniers. Et un match où l'OL a beaucoup tiré, pas beaucoup cadré. Mais bon, score pas forcément logique au vu des expected goals, mais c'est pas non plus un scandale absolu que l'OL se soit imposé, mais il faut le dire quand même, le Montpellier HSC a offert le match à l'Olympique Lyonnais parce qu'il l'avait en main. Il l'avait en main, ce match. Ils auraient pu marquer le deuxième un demi-milliard de fois. Et je pense sincèrement que si à l'heure de jeu, il y a 3-0 pour Montpellier, c'est pas scandaleux. Mais voilà, ça nous est arrivé plein de fois de mener 1-0 un match, de pas mettre le deuxième et de se faire remonter. Bah pour une fois, c'est pour l'OL que ça arrive. C'est un peu comme dans Football Manager, quand vous volez un match, bah c'est suffisamment rare pour que quand ça arrive dans notre côté, c'est quand même pas mal. Oui, on va parler de l'arbitrage après. On va en parler après. Qu'est-ce que je voulais commencer à dire Je voulais qu'on parle du match de Lacazette. Alors on pourra le parler quand on fait les notes aussi, mais le match de Lacazette, j'ai vu Ardonesque sur Twitter qui a dit que c'était un match Mbappesque de Lacazette. Et je pense que c'est très très bien résumé. Parce que le match de Lacazette, il est absolument infâme. Il est dégueulasse, le match de Lacazette. Il a rien branlé de la première période. Il faisait pas les efforts défensifs. Il y a un premier but du Montpellier HSC qui est hors jeu, qui part d'une passe absolument atroce de Lacazette. C'est un match absolument dégoûtant. Puis à la 74e, je sais pas, il voit Orban qui part s'entraîner, il fait oh là merde, il y a Orban qui part s'entraîner, attendez 2 secondes, je reviens. Et là, bah, contrôle, enchaînement, frappe angle fermé, but. Bon, bah, ok, qu'est-ce que vous voulez dire Ça, c'est un grand attaquant. Un grand attaquant, c'est quoi ? C'est un attaquant qui sait faire des matchs de merde, et même dans les matchs de merde, il marque. Bah, ok, pas de souci. Voilà, moi j'ai vu trop souvent un Lacazette plutôt pas mal, mais pas marqué. Bah, le Lacazette catastrophique, mais qui marque, bah, il marque. Voilà. Et effectivement, il y a une passe de déglingo de Tagliafico qui a beaucoup souffert aussi. Mais ce but est très très beau. Et pareil, de Cacré, il y a eu une première mi-temps qui était calamiteuse. Puis finalement, la deuxième période est vachement meilleure. Et ça finit sur un missile du pied gauche. J'ai toujours pas compris. Il faut que je revoie ce but. Parce que franchement, il a aucun sens ce but. Le match de Lacazette aurait été plus facile s'il y avait Urban à ses côtés. Je voulais qu'on parle de ça aussi. Parce qu'on a des choix de départ qui, par rapport au match contre Lille, où Pierre Sage avait fait tourner, on avait Fofana, Cherki et Orban. Alors évidemment qu'il ne va pas remettre Fofana, Cherki et Orban, parce que c'est des doublures, on sait qu'ils sont plutôt sur le banc que titulaires. Donc on avait Ernest Nuama qui a fait un match à la Nuama, c'est-à-dire avec quand même pas mal de déchets, mais on voit des choses intéressantes du côté de Nuama. Mais le Nuama de ce soir, c'est pas le bon Nuama. Lacazette normal, et à gauche, on avait Benrahma. Est-ce que c'était un cadeau que de mettre Benrahma titulaire aussitôt ? Eh bien, le match nous a montré que non, puisque Benrahma, il n'a pas été bon du tout. Et surtout, ce qui s'est fait ressentir, déjà, c'est le manque de replacement défensif de Saïd Benrahma, et ça, on va en parler après. Mais surtout, c'est l'absence de Gift Orban. Alors moi, Gift Orban, vous savez, je suis son soldat. Gift Orban, c'est mon style de joueur. C'est des espèces de camionneurs là qui pèsent sur les défenses, espèces de gros zinzins. Je n'ai pas compris, et je ne comprends toujours pas l'entrée aussi tardive de Orban quand on a vu à quel point Orban était important pour Alexandre Lacazette. Et on a bien vu ce soir que Lacazette était totalement abandonné devant, avec un Nuama qui était entêté à aller sur son aile percuter et un Benrahma qui voulait faire une seule chose dans la rencontre, c'était repiquer pied droit et enrouler. Ça a failli marcher, cela dit, ça a failli marcher. Et on a vu qu'il a manqué terriblement à Lacazette d'avoir cette espèce de camion qui tourne autour de lui et qui fait le nettoyage. C'est un camion poubelle, Gift Orban. Il ramasse tous les défenseurs, il les met dans sa benne et pendant ce temps, Lacazette, il est peinard. C'est un camion poubelle. Et avec tout le positif que ça implique. Et on a senti. Et même d'ailleurs, il est rentré pendant 5 minutes, Orban, et sur les 5 minutes, on a vu ce qu'il pouvait apporter avec ce côté je rentre dans tout le monde, là je déménage tout, je tente des trucs, et en plus il fait un peu de castagne. Enfin, franchement, Gift Orban, il est fait pour jouer à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, il y a ce côté bordel. Orban, c'est un joueur bordélique, et dans des matchs comme ça qui sont des matchs coup près, vous avez en face un bloc qui est très 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 sérieux, très solide, très resserré. Il vous faut un joueur bordel. Et les joueurs qu'on avait autour, Nuama, c'est un joueur bordel dans un style différent, mais Nuama, c'est un joueur de dribble, et quand vous avez 8 mecs qui défendent devant vous, Orban, il peut en passer un, il en passe pas 3. Et de l'autre côté, vous avez Benrahma. Benrahma, c'est un joueur intéressant, mais il était dans un registre qui était un petit peu trop stéréotypé, c'est-à-dire je prends le ballon, j'arrête,
et je démarre et j'essaye d'enrouler. Il y a eu un peu de Cherki dans ce Benrahma là, ça m'a un petit peu dérangé. Donc je continue de penser que Gift Orban, d'une manière ou d'une autre, il va falloir lui trouver une place de titulaire parce que c'est le salut de cette équipe, le salut de l'Olympique Lyonnais cette saison repose quasiment uniquement sur les épaules d'Alexandre Lacazette. Si Alexandre Lacazette est bon, l'OL est bon. Et si Alexandre Lacazette n'est pas bon, l'OL ne marque pas de but, tout simplement. Donc, comment faire en sorte que l'Olympique Lyonnais soit bon ? Il faut mettre Alexandre Lacazette dans les meilleures conditions. Et les meilleures conditions d'Alexandre Lacazette, c'est Gift Orban autour de lui. Alors, tant pis, c'est sûr qu'on va avoir une aile gauche qui va être un peu désertée. C'est sûr que ça coche une case en moins entre Orban et Fofana. Mais je vois pas comment l'OL peut se passer de ce déménageur breton, ou plutôt déménageur nigérian, autour de Lacazette pour faire souffler cette équipe. Et voilà. Et ça, c'est mon constat, je suis pas coach, j'ai peut-être tort, mais en tout cas, moi je pense que c'est important. Gift Orban, le bagarreur. Pourquoi Ferrine déteste comme ça ce comportement d'ex-toxique ? C'est vrai. On va parler de Benrahma aussi, parce qu'il était très attendu, et moi aussi j'attendais beaucoup de Benrahma, et j'ai pas du tout aimé son match. Mais vraiment, j'ai pas du tout aimé son match, parce que je l'ai trouvé quasiment transparent pendant la première demi-heure. Ensuite, il y a eu beaucoup de déchets, et pas beaucoup de choses réussies, même si ça a pas manqué grand-chose, ces enroulés, ils auraient pu rentrer. Mais le vrai problème que j'ai eu avec Saïd Benrahma sur ce match, c'est qu'il a complètement abandonné Tagliafico, complètement. Et on a bien vu que Tagliafico, il a subi un match terrible parce qu'il était déjà pas très en forme, même s'il donne la passe décisive, mais surtout, il était tout le temps à 2 contre 1, quoi. Il y avait toujours le latéral droit qui venait sur sa tronche et l'attaquant droite de Montpellier. Je sais plus qui c'était, ça devait être Nordin, si je dis pas de bêtises. Et il a subi, le pauvre Tagliafico. Il aurait pu avoir un penalty pour Montpellier, on va en parler après, de l'arbitrage qui a été calamiteux dans les deux sens. Il y a eu un carton jaune aussi très précoce pour Tagliafico qui l'a pas aidé. Donc Tagliafico a passé un match absolument horrible, mais il a vraiment pas été aidé par son copain de devant, avec qui il a jamais dédoublé et avec qui il a jamais eu de soutien au niveau défensif. Match de Benrahma, j'ai un bon pied droit, ouais, mais il va falloir un peu plus. Et je pense que Benrahma, il va vite comprendre que malheureusement, on est une équipe qui est en difficulté, une équipe qui joue le maintien, et que pour se sauver quand on joue le maintien, il faut que tout le monde défende. Et Benrahma, ce soir, il n'a pas défendu. Et imaginez, alors je suis désolé, on va encore faire des si ça avait été Cherki qui avait fait le match de Benrahma, imaginez ce qu'on aurait lu. Voilà, donc désolé, parce qu'il y a une filiation entre les deux, c'est à peu près le même style de jeu, c'est-à-dire c'est des joueurs d'impact, c'est des joueurs de démarrage, de dribble. Imaginez si ça s'était passé avec Cherki qui défendait pas pour aider Tagliafico, on lui serait tombé sur la tronche salement. Donc je pense aussi que pour un joueur d'expérience comme Benrahma, il faut avoir plus d'exigence que ça. Voilà. Maintenant, c'est vrai que Benrahma, sur les coups de pied arrêtés, il a quelque chose de très intéressant. La qualité technique, elle est effectivement au-dessus de la moyenne, qualité de frappe intéressante. Donc je l'enterre pas, bien évidemment, j'enterre pas Benrahma, mais il va falloir plus d'efforts défensifs parce que Tagliafico ne peut pas défendre tout seul, notamment parce qu'il avait Tolisso sur son côté gauche qui a eu beaucoup de mal aussi. Et donc il a pas eu de retour défensif de son ailier et pas eu de compensation de son milieu. Mon pauvre Nicolas, je veux bien qu'on lui tombe dessus parce qu'il a pas été bon, mais comment vous voulez défendre quand vous êtes Nicolas Tagliafico et que vous avez constamment 2 mecs sur votre dos ? C'est pas possible. Donc là, il y a eu une erreur tactique qui a mis beaucoup de temps à être corrigée, et je pense qu'il faut en parler aussi du coaching un petit peu tardif de Pierre Sage, qui a sorti Tolisso avant la mi-temps, visiblement sur une blessure, mais c'était peut-être pas si mal, parce que Tolisso, il était pas du tout dans son match, et ensuite, les changements ont été un petit peu tardifs. Il y a eu un triple changement qui est intervenu, je crois, aux alentours de l'heure de jeu, et Orban n'est rentré que tardivement. Donc j'ai eu peur, moi, que l'OL perde ce match et qu'on soit obligé de le mettre sur le dos de Pierre Sage. Et je pense pas qu'on puisse mettre la victoire sur le dos de Pierre Sage, puisque elle vient un peu de nulle part, cette victoire. Ça vient d'un exploit individuel de Lacazette et d'une frappe venue d'ailleurs de Cacré. Donc les changements de Pierre Sage n'ont pas eu un impact phénoménal sur la rencontre. Donc c'est un mauvais match de Pierre Sage. Il y en aura d'autres, c'est pas grave. Pierre Sage, c'est un jeune coach. Il est à 8 victoires en 10 matchs. Moi, ça me dérange pas s'il rate des matchs et qu'on a 8 victoires en 10 matchs. Ça me dérange absolument pas. Mais voilà, je pense qu'à la mi-temps, ça aurait peut-être gagné à faire des changements dès la mi-temps, parce que le retour des vestiaires de l'Olympique Lyonnais a été très laborieux, et donc oui, ils sont à la 55e, à l'heure de jeu environ, mais entre le retour des vestiaires et les changements, il peut y avoir un autre but Montpellier. Il y a ce centre là qui passe devant toute la défense, sur lequel Akor Adams, je sais pas ce qu'il fait. Alors il y a un très bel arrêt de Lopez, mais puisqu'il faut quand même dire un mot sur l'adversaire, on se rappelle, lors du match aller, Akor Adams avait été excellent. Là, Akor Adams, il joue à l'Olympique Lyonnais ce soir. Il a été absolument calamiteux. Donc merci Akor Adams, parce que je pense que sans Akor Adams ce soir,
l'Olympique Lyonnais ne repart pas avec 3 points de la Mosson. Là, c'était désaccord Adams, là, exactement. Plus 5 au Jurigno, exactement. Il était hors jeu, Adams. Non, mais qu'il soit hors jeu ou pas, on s'en fout un petit peu. L'action, c'est terrible de pas la mettre. On dirait Vitinha, là, l'action de Vitinha. Hors jeu, donc ça compte pas. Si ça compte, comme l'arrêt de Lopez sur accord Adams compte, même s'il y a hors jeu, parce que c'est un très bel arrêt. Voilà, c'est tout. Savanier, match de fou. Mais Savanier, il adore ce genre de match-là. Il adore. Savanier, il aime les matchs à 17h. Pourquoi il aime les matchs à 17h? Parce que le dimanche, les matchs à 17h, Savanier il peut prendre le poulet rôti avec la famille et les frites. Ensuite, il arrive au stade à 15h, il a le bide bien plein. Et quand Savanier il a bien mangé, il a bien bu, bah c'est Mathieu Letissier. Voilà, donc c'est pour ça, Savanier, match à 17h, c'est parfait. C'est parfait pour lui. Ah non, mais moi j'adore Savanier. Vous savez très bien que c'est mon style de joueur aussi, Savanier. Des espèces de mecs un petit peu ballants comme ça, qui savent tout faire et qui sont trop forts, j'adore. Tolisso, je veux plus le voir titulaire, on va voir. Savanier est détestable. Mais moi aussi, j'adore les joueurs détestables, comme le gardien de Rouen en Coupe de France, là, absolument détestable, mais moi j'adore ces mecs-là. Bref, qu'est-ce que j'ai noté pourquoi pas Orban? Oui, Matic, je vous ai vu sur Matic, j'ai trouvé Matic en difficulté, beaucoup. Et je pense que la conclusion, elle est assez évidente, c'est que Matic plus Tolisso, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir Matic et Tolisso, parce qu'on est sur 2 joueurs qui ont une intensité physique pas énorme. C'est pas grave pour Matic parce qu'il joue en chausson et il est très bien dans ce registre-là, même si là il m'a semblé un petit peu fatigué quand même Matic. Mais Matic et Tolisso c'est pas possible. Si vous mettez Matic, vous êtes obligé d'avoir 2 chiens fous devant. Et c'est pour ça que quand Mangala est rentré, on a beaucoup moins vu les difficultés de Matic, alors que quand Tolisso était là, on voyait que les deux se marchaient un peu dessus et dans le même registre, ce même registre un petit peu en fauteuil derrière, ça va pas. Donc on sait que Matic et Tolisso ça peut pas fonctionner ensemble. Ça peut pas fonctionner ensemble. Mangala, la rentrée a été plutôt bonne. C'est là qu'on a vu le vrai box-to-box qu'il se définit, comme il se définit, Mangala. C'est-à-dire qu'il a été partout, très intéressant. Peut-être un tout petit manque de calcium, a tendance à pas vouloir frapper, mais je trouve ça plutôt encourageant sur les premiers matchs qu'on a vu d'Aurel Mangala. Et j'ai confiance en lui pour s'imposer assez rapidement dans le 11 de départ. Si Pierre Sage veut insister sur ce 4-3-3, je pense que ce 4-3-3 là correspondra à un Matic, un Mangala et un Cacré. Et on en restera là, je pense. Le Bangala, j'ai dit Mangala. Pardon, excusez-moi. C'est vous qui dites Bangala tout le temps aussi. Voilà, c'est parce que je parle du nez, vous le savez en plus. C'est quoi le tournant du match pour toi? Pour moi, le tournant du match, c'est cette occasion ratée de Adams. Alors oui, il est hors jeu, mais je pense que ce moment-là où Adams doit marquer et Lopez sort une parade, c'est le moment où l'OL se dit... On est un peu béni des dieux, on peut peut-être faire quelque chose. Après, le vrai tournant, c'est simple, c'est le but de Lacazette. Parce que jusqu'au but de Lacazette, il n'y a rien dans ce match. Il n'y a vraiment pas grand-chose côté lyonnais. Et il y a le but de Lacazette, et au moment où il y a le but de Lacazette, le match tourne complètement. Et vous l'avez vu, si vous avez vu le match, à partir du moment où Lacazette marque, pendant le quart d'heure qui suit, Montpellier, c'est fini, terminé. Et c'est pour ça qu'il y a une petite période de feu et ce but de Cacré, et après il y a quelques petites occasions un petit peu chaudes sur le but lyonnais. Mais le tournant, c'est ce miracle de Lacazette. Ce miracle. Il y a péno sur Cherki. Oui, on va parler de l'arbitrage. Mais le tournant, là, c'est un match qui est important parce que c'est ce genre de match qu'il faut gagner pour se maintenir. Et moi, j'en démords pas. L'OL n'a encore que 3 points d'avance sur la zone rouge. On est toujours en train de jouer le maintien. Et on sera toujours en train de jouer le maintien jusqu'à la fin de l'enchaînement des matchs où on aura Metz, on aura Lorient notamment, on aura Nantes aussi. Et ce genre de match-là, vous méritez pas de le gagner, mais vous le gagnez. Et je pense que ce genre de match-là, c'est des matchs qui font rester en Ligue 1. Et c'est pas grave, je veux dire, des matchs de raccro comme ça, quand on joue le maintien, on les gagne. Et on se concentrera sur le fond plus tard. C'est bien, le fond, on l'a eu contre Lille. Là, on a eu la chatte. Et bah très bien, on prend. Mais putain, quel soulagement quand même. Quel soulagement. Est-ce que ça va fédérer l'équipe? Ouais, mais ça, c'est important aussi, tu vois, Wal. C'est très important. Parce que je pense que des victoires comme ça, au forceps, à l'arrache, avec des buts venus d'ailleurs, ça soude un collectif. Et c'est pas rien, c'est pas anodin non plus si on est à 8 victoires en 10 matchs. Sur les 8 victoires, il y a quand même pas eu beaucoup de manières. Le match contre Lille, il y a eu la manière. Le match contre Marseille, il n'y a pas trop eu la manière. Notamment la deuxième période. Les matchs de Coupe de France contre Bergerac et Pontarlier, c'était pas terrible. Les 3 matchs en décembre qu'on gagne, c'était pas terrible non plus, en vrai, dans le contenu du match. On avance pas à pas, et peut-être qu'une fois qu'on aura un peu plus de sérénité comptable, on pourra développer le jeu pour l'an prochain. Mais pour l'instant, on prend les puntos, et c'est tout ce qui compte. Je voudrais qu'on termine, avant de passer aux notes, sur 2 choses. La première, je voudrais qu'on parle du traitement de la Ligue 1 par Canal+. Parce que ça coûte cher, Canal+. Vous allez me dire, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas.
Canal+, ça coûte cher. Ça coûte 40 balles par mois. Ils ont 2 matchs de Ligue 1 par week-end. Ils prennent l'antenne à 2 minutes du coup d'envoi. Il y a un décalage son-image. Ils ont à peine bossé leur rencontre. Ils sont partisans. Je suis pas certain que quand vous êtes supporter montpelliérain, ce soit super cool d'avoir son match commenté par Sidney Govou. Et les commentaires sont désastreux, quoi. Enfin, c'est un enfer. La réalisation est désastreuse. Jean-Jacques Amsalem passe son temps à faire des gros plans, des ralentis de merde pendant les phases de jeu, notamment sur le but de Lacazette. À un moment donné, vous avez Cacré qui est en train d'être pris par 2 Montpelliérains au milieu de terrain, et on a un gros plan sur le boule de Gift Orban. Alors certes, le boule de Gift Orban vaut le coup, parce qu'il déménage les défenseurs, mais en pleine phase de jeu. Je veux dire, on paye 40 balles par mois pour ça quand même. Ça rend fou. Il y a un gros plan sur les bracelets. Et encore, d'habitude, ils nous font quoi? Ils nous font des gros plans sur les employés Canal+ en tribune. Le traitement de la Ligue 1 par Canal+, vivement qu'ils perdent les droits, parce que là, on n'en peut plus, hein. On n'en peut plus. Les commentateurs qui bossent à peine, ça déconne, ça parle de trucs, ça fête les anniversaires, et tout ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux et c'est infernal. Donc voilà, j'en peux plus. Les cadrages d'Arcus Caso. Non mais voilà, il y a que Canal qui fait ça, hein. Il y a que Canal. Canal, il filme le patron des sports, il filme Arthur Cazot en tribune, il filme le boule de Gift Orban, il filme Lucas Perry quand Anthony Lopez fait une bourde, il filme un bracelet dans la pelouse, mais alors montrer les jeux, ils en ont rien à foutre, hein. Rien à branler. Et c'est insupportable d'avoir un traitement du foot qui est autant à la zeub. Amazon Prime, ils prennent l'antenne 40 minutes avant, ils restent à l'antenne 30 minutes après. Non, Canal+, ils te mettent ça sur une chaîne parallèle. Ils finissent Arsenal West Ham, puis ils enchaînent directement. Les joueurs sont déjà sur le terrain quand ils prennent l'antenne. C'est infernal. C'est infernal. Donc ça, je suis désolé, vous êtes Canal+, c'est des grands garçons Canal+ quand même, hein. Je veux dire, on n'est pas sur le stream on n'est pas sur un stream, quoi. On n'est pas sur Twitch. Un décalage son-image en 2024, quoi. La honte. Bref. Ça, c'est mon coup de gueule de la soirée. Deuxième coup de gueule, l'arbitrage. Et l'arbitrage, pas contre Lyon, hein, je précise bien. Parce que je trouve, encore une fois, et c'est un coup de gueule global, hein, il y a encore des incohérences monstres sur l'arbitrage en Ligue 1. J'ai regardé Le Havre cet après-midi. Il y a eu des décisions arbitrales débiles. J'ai vu Brest qui prend un rouge, on comprend rien à ce qui se passe. Un rouge pour le gardien, un rouge pour ceci, un rouge pour cela. Et là, ce soir, Pierre Gailloust fait l'arbitrage de Pierre Gailloust, il est calamiteux. Le nombre de fautes grossières qu'il y a eu, qui n'ont pas été sifflées, notamment cette charge de Tagliafico qui méritait quand même au moins d'être revue à la VAR, parce que pour moi, il y a peut-être pénalty là-dessus, faut être honnête. Et le tacle de Zinzin du Montpelliérain sur Ryan Cherki, enfin, je veux dire, il lui prélève une jambe quand même. Il y a un tibia qui est sur le marché des organes, là. Et il va même pas voir la VAR. Ça, c'est absurde. Je comprends rien à l'arbitrage en Ligue 1. Il y a eu aussi un tacle avec un truc sur la cheville, là, pendant le multiplex, je sais plus quel match c'était. Je comprends rien. Donc Pierre Gailloust, merci d'avoir été aussi sympa avec l'Olympique Lyonnais, parce que franchement, Tagliafico, ça peut faire péno. Mais il y a eu des fautes, je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Les poussières grossades, Brian, non, mais oui, il y a eu plein de trucs absolument absurdes. Bref, voilà. Donc on a fait le tour. On a bien râlé contre l'arbitrage. On a bien râlé contre la réalisation Canal. On a râlé contre le coaching. Sur quoi on râle encore, là? Vous voulez qu'on râle sur quoi avant de passer sur les notes? Heureusement qu'on prend pas le but après le péno, j'aurais pété mon crâne. Ah bah oui, mais bon, après, en vrai... Pour le coup, les Montpelliérains peuvent se sentir un peu lésés sur ce match. Faut être honnête. Sur Lopez. Non, Lopez, pour le coup, je vous trouve très dur avec Lopez ce soir. Je vous trouve très dur. Oui, le but, il peut ne pas le prendre, mais s'il le sort, c'est un arrêt magnifique. Et le reste, il était nickel. Maitland Nice, pas bon ce soir. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On n'a pas remercié. Je voudrais transmettre mes remerciements au nom de toute la communauté lyonnaise à Accor Adams. Voilà. De nous avoir permis de remporter ce match. J'ai vu qu'il a été pris en grippe à Montpellier. Il y a beaucoup de gens qui le sifflent et tout. Je sais pas ce qui se passe avec Accor Adams, mais merci à lui d'avoir mis des chaussures de sécurité ce soir, parce que sans ça, on serait peut-être encore 17ème ce soir. Voilà, merci Accor Adams. Merci beaucoup. Lucas Perry peut, avec sa taille, peut-être faire l'arrêt. Oui, après, je veux dire, on peut tout décortiquer dans tous les sens. La tête, elle est placée, elle n'est pas non plus hyper rapide, on peut décortiquer le but dans tous les sens. La vérité, c'est que Arnaud Nordin, et on l'a déjà dit en début de débrief, ne doit jamais mettre la tête. C'est pas possible. Vous avez Kaleta Tsar, vous avez O'Brien, qui font 1m90, et vous avez Arnaud Nordin, qui fait 1m70, qui arrive et qui met la tête. Bah, le problème, c'est pas Lopez. Voilà, je suis désolé, le problème, c'est pas Lopez. Oui, je suis d'accord, tiens, Napo, bon appétit. Pour finir, avant de passer aux notes, on va parler de la célébration, parce que vous parliez tout à l'heure de victoire qui peut fédérer un groupe. Effectivement, on a quand même senti une hargne
une niaque au moment où il y a eu le but de Cacré. Et je pense que c'est ce genre de moment collectif. On va probablement avoir une nouvelle vidéo de Sahel Koumbedi qui fout le bordel dans les vestiaires. Je pense que c'est comme ça qu'on soude un groupe. Et je pense que Pierre Sage, pour le coup, dont on a peut-être critiqué les choix humains ce soir et les choix tactiques, au niveau du management, moi, j'ai totale confiance en Pierre Sage là-dessus, parce qu'il a réussi à prendre une équipe de cadavres et en faire un vrai groupe. Alors oui, la saison est encore longue, ça va être compliqué, on n'est pas maintenu, mais je pense que ce qui a fait la différence entre l'OL de Laurent Blanc, l'OL de Grosso et l'OL de Pierre Sage, c'est le management humain. Et sur ça, on peut pas lui retirer qu'il a réussi à souder les joueurs. Quand il marque, ils viennent vers lui, ils lui tapent dans la main, ils le prennent dans les bras. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu à l'OL depuis quand même pas mal de temps. Donc sur ça, on a beau critiquer Pierre Sage sur ses choix, sur son coaching, sur sa tactique ce soir. Sur le plan humain, il a réussi quelque chose. Et je pense que c'est cette chose-là qui va nous sauver. Voilà. Hop, on va parler des entrants quand on fera les notes. Et on va faire les notes tout de suite. Voilà, je vous demande 30 secondes. Et on va dessiner le terrain, bien évidemment. Allez, on va faire ça vite, hein, parce que je sais que ça vous saoule quand on dessine le terrain. Peut-être qu'à un moment donné, on dessinera plus le terrain. Je sais pas, c'est à vous de me dire. Mettez en com. Tiens, mettez vos notes en commentaire si vous êtes sur YouTube, puisque vous pouvez pas nous noter en live. Donc n'hésitez pas à faire le Jurigno, et n'hésitez pas à mettre vos notes dans les commentaires de la vidéo, comme ça on voit à peu près où on se met. Et surtout qu'il y a Salomé qui se fera un plaisir de les regarder tout ça pour comparer avec nos notes. Lopez, alors attendez, je mets la compo, hop, bon, je crois qu'ils étaient inversés, mais c'est pas grave. O'Brien, à droite c'était Ainsley, maintenant Niles. On avait Matic, Tolisso. Non, Tolisso était pas là, il était de l'autre côté. Cacré, Tolisso. C'est quoi ce terrain circulaire? Écoutez, essayez de dessiner des terrains à la souris et on en reparle, ok? C'est vachement dur de dessiner à la souris. Ou alors, vous lâchez 50 abonnements et j'achète une tablette graphique, il n'y a pas de problème. Hein. Mais essayez de dessiner à la souris, vous allez voir. Et à gauche, c'était Ben Rama. Et on va rajouter à ce 11 Mangala, ici présent, puisqu'il a joué plus de 45 minutes. T'es censé être entraîné. Je suis entraîné, je dessine très bien les terrains. Voilà, non déplaise aux mécréants. Tu veux qu'on enlève Adblock en plus? Ouais, enlevez Adblock aussi, s'il vous plaît. Non, on va pas faire du Julien Chiez. On en parlera peut-être un jour de ça quand on fera un live nocturne cette semaine. On fera un live nocturne cette semaine. On parlera de tout ça. Parce que autant sur la forme, il a tort, autant sur le fond, il n'a pas forcément tort. Bref, il nous manque Pierre Sage. Lopez. Oui, peut mieux faire sur le but, mais pas fautif. Et pour le reste, il a été très bon. Donc c'est un 6, ou même un 6,5, je pense, pour Lopez ce soir. Voilà. Doser un petit peu. Il peut pas faire milliards de trucs, Lopez. Il peut faire peut-être mieux sur le but. Pour le reste, 7 arrêts pour Lopez ce soir. 7. C'est à noter quand même. Il a été propre sur les relances. C'est à noter aussi. Donc voilà. Sur le but, il est masqué, il peut rien faire. Il peut pas rien faire. Moi, je suis pas d'accord avec le « il peut rien faire ». Il peut peut-être mieux faire et sortir un exploit. Il ne sort pas l'exploit. On va pas blâmer un gardien qui ne sort pas un exploit. Alors, il faudrait peut-être qu'il en sorte de temps en temps cette saison, il n'y en a pas eu énormément. Mais pour le reste, c'est un match hyper propre. Voilà, sans Lopez, ce soir, il n'y a peut-être pas les 3 points. Il a été serein quand il fallait être serein, il n'a pas fait de boulettes, il a été pas mauvais à la relance pour une fois. Voilà, c'est... Il y a une sortie ratée, oui, mais il est un peu bousculé par, je sais pas, je crois que c'est Mangala qui le bouscule. Donc voilà, ne faisons pas l'erreur de tomber dans la fiction en disant oui, mais Lucas Perry, il fait 10 cm de plus, alors il l'aurait sorti. On n'en sait rien, peut-être, peut-être pas. Voilà, donc il a la même note lors des clean sheets. Bah là, il a eu 7 arrêts quand même. Voilà, donc non. Tournant du match, son arrêt. Ouais, tournant du match, son arrêt. Je suis d'accord. Voilà. Moi, je mets 6,5. Encore une fois, vous mettez dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas, hein, ça fait de l'engagement, ça va mettre du référencement. Kaleta Tsar. Moi, je ne l'ai trouvé pas bon, Kaleta Tsar, ce soir. Il y a notamment une action où, je ne sais pas pour quelle raison, il est ici alors que la défense est alignée là. Je ne l'ai pas trouvé terrible. Ce soir. Comme d'habitude, hein, Kaleta Tsar, il a un peu tendance à sombrer quand l'équipe sombre. C'est un petit peu fatigant. Je l'ai trouvé moyennasse, si ce n'est mauvais. D'ailleurs 4, je pense que c'est peut-être un peu gentil. 3,5, 4 3,5, 4 pour Kaleta Tsar, vous en pensez quoi? 4? Bon allez, petite unanimité sur 4. O'Brien, bah, il est fautif sur le but pour le coup, O'Brien, hein, il est même très fautif sur le but. Je ne l'ai pas trouvé brillant pour le reste, je pense qu'on est aussi sur un 4 pour O'Brien, peut-être 3, 3,5.
La vidéo de Koumbedi est sortie, on peut le noter aussi. C'est génial ça. Ouais, un 4 aussi pour O'Brien. Ouais, moi j'ai envie de mettre 3,5 parce que je l'ai quand même trouvé particulièrement pas terrible ce soir, O'Brien. On va mettre 3,5. Maitland Niles a été pas terrible du tout non plus. Et d'ailleurs, sa sortie a coïncidé avec une forme de renaissance. Donc voilà, on a encensé Maitland Niles, mais je pense que sur ce match-là, c'était vraiment pas terrible. On va mettre 4. Mettre 4. 6. Non, pour moi, c'est 4 aussi, Maitland Niles ce soir. C'est 4. Tagliafico. Alors, Tagliafico, 3 choses à dire. La première, c'est que c'est pas un bon match parce qu'il a pris l'eau pendant toute la rencontre. La deuxième chose, c'est qu'il a des circonstances atténuantes parce qu'il a été abandonné pendant toute la rencontre. Et la troisième chose, c'est que ça passe pour Lacazette sur le but est absolument magnifique. Donc, si on met tout ça dans le blender, qu'on appuie sur mixer et qu'on en sort une note à la fin, on va mettre 5. Voilà. Alors oui, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais Tagliafico, il s'est fait bouffer toute la rencontre. » Oui, mais il a une passe D. Et en même temps, il n'a pas été aidé par notre pote Benrahma ici. Note pour Vercoutre. Vercoutre, non, j'allais dire une saloperie. Matic, pour le coup, match très fatigué de Matic. On le sait, on sait désormais que ces deux-là, ça ne peut pas jouer ensemble. C'est le même registre et c'est le même manque d'intensité. Donc voilà, on est sur un match de Matic qui est quand même assez faible, il n'y a pas grand-chose à en garder. Je pense qu'on va mettre un 3,5 aussi. Hein. Faut quand même pas oublier qu'avant le but de Lacazette, c'est catastrophique comme match. Hein. C'est vraiment catastrophique. Tolisso, pareil, match très très faiblard. Alors il a joué que 41 minutes, mais ces 41 minutes sont très compliquées aussi. On note les joueurs qui ont commencé le match et qui ont joué 45 minutes. Ouais, on va mettre 3. Cacré, pour le coup, match première mi-temps très calamiteuse de Cacré. Enfin, très calamiteuse, j'exagère. Mais mi-temps compliqué de Cacré. Et la deuxième mi-temps est vachement mieux. Et ce but magnifique. Donc, on est obligé de mettre un bonus là-dessus. Je pense qu'on va mettre 7 à Cacré. Alors, évidemment que s'il n'y a pas son banger sous la barre, c'est plutôt 5-5-6. Mais la deuxième mi-temps de Cacré est excellente. En tout cas, la dernière demi-heure de Cacré, tout du moins, est excellente. Et ce but-là, je suis désolé, on note aussi à l'émotion. Et ce but-là de Cacré, il mérite qu'on surnote un petit peu. Donc oui, encore une fois, c'est pas un super match de Cacré. Mais moi, je veux bien mettre 8, hein, s'il met des buts comme ça plusieurs fois par saison. Aucun problème. Nuama, c'était le mauvais Nuama ce soir. Il y a eu le très bon Nuama contre l'OM. Et là, il y a eu le mauvais Nuama. Il n'y a quand même pas grand-chose à garder du match de Nuama. Hein. Ouais, 4, hein. 4,5 on va mettre, allez, 4,5 parce qu'on est gentil, mais 4,5 quoi. Non, il est moche mon 5 là, je vais le refaire. Voilà. Benrahma, alors Benrahma pour moi c'est peut-être l'un des plus mauvais joueurs du match. Hein. Alors, il aurait pu avoir but, que ce soit sur le coup franc ou sur la frappe enroulée, mais pour moi, Benrahma il est fautif dans ce match parce qu'il redescend pas. Et ça pour moi c'est rédhibitoire dans une équipe qui a besoin de défendre correctement. Il a tenté beaucoup de choses, mais son match est vraiment raté. Et encore une fois, j'utilise le baromètre Cherki. Si c'était Cherki qui avait fait ce match-là, on aurait mis 2 ou 3. Ouais, 3. 1m3. 1m3. Moi, j'en attends beaucoup plus. Et je pense que lui aussi, d'ailleurs, il est sorti. Il avait l'air très déçu de son match. 1m3. Et Lacazette, honnêtement, c'est un match qui vaut pas loin de 2. Et il y a but. Et après, quand il y a but, c'est un autre joueur. Donc, si on est honnête, c'est un match qui vaut 5. Mais c'est presque 6, parce qu'à un moment donné, c'est un miracle, ce but. Mais sur la première mi-temps, il est catastrophique, Lacazette. Hein, oubliez pas. C'est vraiment un très très mauvais match. Et en vrai, c'est un match qui mérite pas la moyenne, mais vous avez un but sorti d'ailleurs. Donc... Après, c'est son taf un peu. Oui, c'est son taf, mais non, c'est pas vrai. Son taf, c'est aussi d'être la pierre angulaire de l'équipe, et ce soir, il l'a pas été. Donc, on va mettre... Est-ce qu'on met 5,5 ? Allez, 5,5, parce qu'un attaquant qui marque un but, on est obligé de lui mettre un peu plus que la moyenne. Et Sage, ce soir, c'est pas un bon match de Pierre Sage, quoi. Voilà, c'est 75 minutes pas bonnes. Coaching qui aurait dû peut-être arriver un peu plus tôt, même s'il arrive à la 55e minute. Mais il y a victoire quand même, donc on va mettre 4. On va mettre 4. Ah oui, j'ai pas noté Mangala. Mangala, c'est une bonne entrée. Je vais noter rapidement. Combien vous mettez, vous, à Mangala ? Tiens, attendez, je vous demande. Mangala, vous le mettez combien ? Combien vous mettez à Mangala ? Ouais, on est d'accord. C'est la note que je pensais. J'allais mettre 6. Donc, je trouve ça plutôt cohérent là-dessus. Voilà, bon, on a fini les notes. Des notes qui sont pas fameuses, mais c'était un match pas fameux. Hein, donc, c'est un pas trop Mangala. C'est un des rares milieux de cette équipe. En fait, il y a 2 choses que j'aime, moi, chez Mangala. Un, c'est l'abattage physique qu'il envoie. Il est partout.
et on a besoin de joueurs qui sont partout. Et 2, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans les jeux de cartes, vous savez, où vous avez une carte qui buff les cartes autour de lui. Bah, j'ai l'impression que Mangala, quand il rentre, il donne un +5 en endurance à Cacré. Et je trouve que Cacré Mangala, ça fonctionne super bien. Donc je serais pas surpris qu'on arrive à un milieu à 3 qui soit Matic, Mangala, Cacré, parce que je trouve ce milieu à 3 très complémentaire. Voilà, homme de l'ombre, ouais, complètement, ouais. Matic, j'aurais bien un peu plus. Moi, je l'ai trouvé fatigué, Matic, ce soir. Fatigué et pas aidé par Tolisso, où les deux jouent un petit peu dans le même registre, même si Tolisso se projette beaucoup plus. On n'a pas parlé du reste des entrants. L'entrée de Cherki, moi je voudrais souligner 2 choses sur Cherki. Et attendez, je vais repasser en plein écran avant de passer au Jurinho. 2 choses sur Cherki. Une entrée sobre. Alors oui, il peut marquer un but et il se fait reprendre, mais faut dire que le retour défensif du Montpellierin est magnifique. Et il y a un truc anodin qui m'a marqué sur Cherki, c'est qu'il se fait saccager sur le tac dans la surface qui doit valoir penalty. Et qu'est-ce qu'il fait, Cherki? Il se relève immédiatement pour retourner défendre. Et ça, c'est vraiment un détail, mais ça ressemble pas au Cherki qu'on n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pas râlé, il s'est relevé et il est parti défendre, alors qu'il venait de se faire saccager la cheville. Hein. Et ça, c'est des petits détails qui me font me dire que on a peut-être trouvé un Cherki avec une meilleure attitude. Alors peut-être que j'ai les yeux de l'amour et que je rêve toujours du Cherki que j'ai vu dans les étoiles et que je n'ai jamais revu. Mais ce côté sobre qu'a pu avoir Cherki sur son entrée et ce côté concerné, ça m'intéresse. Ça m'intéresse et je demande à voir par la suite. Voilà. Ça, je demande à voir. Une bonne entrée en tout cas. Fofana, il confirme ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il court tout le temps. Il va tellement vite, Fofana. En tout cas, c'est intéressant quand même dans cette équipe d'avoir 6 joueurs offensifs qui peuvent apporter quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Nuama, Lacazette, Benrahma, Cherki, Fofana et Orban. Vous avez 6 joueurs et les 6 peuvent potentiellement être titulaires sur le papier. Ça, c'est un luxe quand même. Hein. C'est un luxe. Même si on va nous dire « Oh, l'Olympique Lyonnais, il fausse le championnat parce qu'il recrute l'hiver. Gna 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 gna. » Comme si on était le seul club au monde à recruter l'hiver. Hein. C'est bon, laissez-nous tranquilles. Comme dit Sofiane, on a le droit de dépenser de l'argent, non? On a vendu 100 millions cet été. On a peut-être le droit de dépenser de l'argent, non? Donc voilà, bref. Un peu quand même cool d'avoir 3 joueurs devant où on se dit bah les 3 autres ils sont pas mal aussi, plutôt que d'avoir 3 joueurs devant et de regarder le banc et de voir un no man's land, c'est quand même pas mal. Orban, une petite note. Alors c'est pas des notes, moi j'ai trouvé, c'est 5 minutes, on va pas noter Orban. Mais bon, je vous l'ai déjà dit en début de débrief, pour moi Orban c'est probablement le nom à cocher en premier tant que cette équipe sera un peu moribonde. Parce que c'est le seul à s'arracher, et je l'ai dit à Sofiane sur Twitter, quand vous avez un Orban dans votre équipe, c'est-à-dire un mec qui va courir, qui va hurler, qui va faire la bagarre, vous avez peut-être un peu plus envie de courir et de faire la bagarre aussi. Donc je pense que même au-delà de l'aspect purement footballistique du joueur, je pense qu'en termes d'aura, quand vous avez un mec comme ça, qui a la niaque, qui a un zinzin, ça zinzinule autour de lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous avez peut-être envie un peu plus de vous arracher quand vous avez un zinzin qui zinzinule. Et donc moi je pense que ce profil de zinzin, il est hyper important dans cette équipe parce que c'est une équipe à géométrie variable. C'est un coup c'est le feu, un coup c'est la dépression. Et Orban, je pense pas qu'il sera en dépression de sitôt. Donc voilà, c'est un gars qui va aller faire la bagarre. Et moi, les mecs qui veulent faire la bagarre, j'adore. Je suis fan de ça. Pour moi, le mot zinzin correspond parfaitement à Orban. C'est un zinzin. C'est un zinzin. Et c'est génial d'avoir un zinzin dans l'équipe. Donc moi, je suis pour que Gift Orban commence les matchs pour zinzinuler pendant toute la rencontre. Voilà. C'est mon avis de mec pas objectif. Allez, le Jurinho, et après, on termine. Hop, je vous remets le lien dans le chat dans 30 secondes, si vous le voulez bien. Hop là, ça arrive dans 2 secondes. Voilà, il est là, il est dans la description sur YouTube. N'hésitez pas également à partager les notes de votre Jurinho en commentaire sur YouTube. Ça, vous avez un prétexte pour mettre des commentaires. C'est très bien. Zinzin qui prend les espaces, exactement. Alors, nous allons mettre Maxence Cacré, évidemment, en +4. On va mettre quoi? Lopez, on va mettre +2 à Lopez. Ensuite, on va mettre un -3, -4 même à Benrahma. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Koumbedi, 8/10 pour le cri de guerre. Vous voulez mettre quoi? Tolisso peut-être? Un moins à Matic peut-être? Vous voulez mettre un plus? Allez, vous voulez être plus... Allez, on va être dans le positif ce soir, on va mettre +3 à Mangala. Et qu'est-ce qu'on peut mettre là? Bon, j'ai quand même envie de mettre un moins à Tolisso. O'Brien? Vous voulez mettre un +5 à Accor Adams? Ouais, Tolisso pour moi, c'est... Après, il est blessé, donc c'est peut-être un peu mauvais, on va dire qu'il est blessé. +1 à Lacazette. Bon, allez, +1 à Lacazette. Vraiment pour la forme. Hein. Vraiment pour la forme. Vous pouvez voter, hein, je vous rappelle, vous voyez, on voit le nombre de votes ici. Je vous remets le lien dans le chat, si vous voulez voter.
et il sera en description YouTube également. Voilà, on a terminé ce débrief qui n'a fait que 45 minutes. Donc pour toi, le mec qui a commenté que c'était trop long, bah ce sera pas aussi long. Je vous donnerai rendez-vous du coup dans la semaine pour un live nocturne. Ce sera probablement mercredi, mais c'est pas sûr. Après les matchs de Ligue des Champions. Et pour le reste, on se retrouvera la semaine prochaine. Ce sera le match contre Nice vendredi, donc débrief à 23h vendredi soir. Et ensuite, on aura un enchaînement de matchs. Et je dis n'importe quoi puisque Strasbourg c'est le 27. Voilà, on dit au revoir à YouTube sur le chat. Merci à vous d'être là aussi nombreux quand on gagne. Ça permet de tordre le cou à ceux qui disent qu'on mange sur les défaites. Moi et Zach, c'est pas vrai. On mange sur les défaites, mais encore plus sur les victoires. Je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche et en espérant que on se reverra encore une fois quand l'Olympique Lyonnais aura gagné à nouveau le foot. Rendez-vous mercredi soir et ensuite on se retrouvera vendredi soir. Bisous, à bientôt, ciao.